La patrie de la reine Khadija. La patrie de la reine Khadija. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous ceux qui sont sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Nous sommes en date du 17 mai 2024. Nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Avant de continuer le direct du jour, qui sera constitué de deux sujets, je souhaite adresser mes vœux les meilleurs, le joyeux anniversaire à Marius Koudou, que nous appelons affectueusement le parrain. Quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de très positif, quelqu'un qui a en lui vraiment de très grandes qualités. Et nous nous souhaitons, au nom de toute la classe Éclaireur Pro Vérité, tous les sentiments les meilleurs de prospérité, de positivité et de tout ce qui peut véritablement lui être profitable de façon positive. Vraiment, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup au combat du Prado et à la Côte d'Ivoire tout entière. Et il mérite vraiment tout notre respect et toute notre reconnaissance. Et nous le souhaitons vraiment tout le meilleur. Mesdames et messieurs, nous aurons deux sujets. Le premier sujet concerne la décision qui avait été prise pour essayer d'effacer de la ville d'Abidjan les wotros, c'est-à-dire les pousse-pousse. Et après quelque temps, les uns et les autres se prononcent là-dessus et la loi n'est pas totalement appliquée. Et donc, il y a le Banco.net qui a fait une enquête et c'est ce que nous allons lire en premier. Et après, on va terminer avec les différents partis politiques de la Côte d'Ivoire et rapidement donner la parole aux uns aux autres et pouvoir progresser. Sujet numéro 1. Des commerçants et des portefaix s'opposent à la suppression des wotros. L'interdiction des wotros ou pousse-pousse à Abidjan, décidée par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, n'est pas respectée sur le terrain. La décision qui a été prise par M. Cissé Ibrahim Bakongo de supprimer les wotros, c'est-à-dire les pousse-pousse, c'était une très belle décision. Malheureusement, l'article nous fait comprendre que cette décision-là n'est pas appliquée. Ça veut dire, voilà encore une belle décision qui a été mise en place, qui a été publiée, mais qui n'est pas appliquée. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Ibrahim Bakongo, dans un communiqué daté du 2 avril 2024, a informé la population dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain, l'usage des charrettes à bras, communément appelées wotro ou pousse-pousse, est désormais formellement interdit sur toute l'étendue du territoire du district d'Abidjan. Et donc, c'était le 2 avril 2024 que M. Cissé Ibrahim Bakongo avait pris la décision que dans tous les quartiers d'Abidjan, les wotros, c'est-à-dire les pousse-pousse, qu'on utilisait, on ne devrait plus utiliser. Ce communiqué précise que cette décision vise à assainir le cadre de vie des populations, à assurer davantage de sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'une meilleure fluidité routière. Et la décision avait été prise pour permettre de rendre notre vie meilleure, pour permettre d'apporter plus de sécurité aux gens et pour permettre aux gens de pouvoir circuler facilement. Les wotros sont à la base des embouteillages. Les wotros sont à la base des accidents. Les wotros sont à la base de beaucoup de désordres. Et ceux qui poussent ces wotros, mais ces pousse-pousse-là, ce sont des gens qui généralement n'aiment pas du tout l'ordre. Et donc, c'est à cause de tout ça que cette décision avait été prise. Mais dans les faits, l'application de cette décision du district n'est pas respectée partout. L'article vient nous faire comprendre que cette décision-là, dans certains endroits, les gens la respectent et l'appliquent, mais dans certains autres endroits, elle n'est pas du tout appliquée. À Abobo, depuis la diffusion du communiqué interdisant la circulation des charrettes à bras, on ne trouve plus ces engins sur les grands axes routiers de la commune. Ils sont plutôt dans les voies secondaires. Et quand on prend le cas d'Abobo, depuis que la décision
a été mise en place pour qu'elle soit appliquée sur les grandes routes, dans les endroits publics là, tu ne vois pas au trop. Mais quand tu rentres dans les quartiers, dans les blocs, tu vois les autoroutes qui sont cachés là-bas et puis continuent à pousser au trop. Dans la commune de Trècheville également, ces charrettes continuent de circuler régulièrement chargées de marchandises ou de bagages divers. Contrairement à Bobo, quand tu vas à Trècheville, là-bas, là, eux, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Eux, ils continuent à faire leur outro, ils continuent à pousser, ils font ce qu'ils veulent. Et puis bon, ça ne va pas quelque part. La vie est tranquille. Dans la commune d'Adjamé, des jeunes gens continuent d'utiliser ces engins pour transporter des bagages moyennant de l'argent. Nous avons approché le service en charge des charrettes au niveau de la direction technique de la mairie d'Adjamé, dont les locaux sont contigus à ceux de l'entreprise de presse Fraternité Matin aux 220 logements. Là, l'on nous a informé que la décision du district n'est pas encore mise en œuvre dans la commune d'Adjamé. De plus, nul ne peut affirmer qu'elle sera mise en application dans l'avenir. Et donc, dans le cas, on vous a parlé d'Abobo, on vous a parlé de Trècheville. Maintenant, dans le cas d'Adjamé, eux-mêmes là, ils disent que la décision de Cissé Bakongo là, qu'eux ils chient dessus. Ça là, Adjamé là, c'est un maire RHDP, hein, Falikou. Eux ils disent que eux-mêmes là, ils ne savent même pas qu'il y a eu une décision qui a été prise. Eux ils disent que eux là, tout ce que Cissé Bakongo a fait là, eux là, ça ne les regarde pas. Que parce que eux là, eux n'ont pas encore pris leur décision pour interdire le outro. Donc quand il va à Adjamé là, ce que Cissé Bakongo a dit là, c'est comme s'il avait perdu son temps. C'est comme si c'est chien qui avait parlé. C'est pas pour inciter le maire Cissé Bakongo l'année, mais c'est une manière de dire que les gens se foutent de lui. Tout ce qu'il a dit là, Youssouf Falkou dit qu'eux ne peuvent pas respecter Cissé Bakongo. Ça, c'est un maire RDR, RHDP qui est en train de saboter les décisions de Cissé Bakongo qui est là comme ça. Ils disent que eux là, les gens même sont partis leur dire dans leur service technique là-bas, à la mairie d'Adjamé là, aux 220 logements, près des Fraternités Matin là. Ils disent que ouais, qu'ils ont entendu parler, mais eux là, ça les regarde même pas même. Que eux ils s'en foutent de ça. Donc là, eux continuent à faire travailler les outros, ils prennent leurs taxes avec les outros-tigres, et puis il n'y a rien en face. Et ils disent même que même demain à l'avenir là, que eux-mêmes ils ne savent même pas s'ils vont appliquer même cette décision là. Donc ça veut dire, eux là, ils vont donner l'exemple pour que les autres puissent violer les règles qu'on prend ensemble. Sur l'axe Nangui-Abrogua, comme eux ont décidé de ne pas appliquer la loi, donc le vendredi 10 mai 2024, sur l'axe Nangui-Abrogua d'Adjamé, des jeunes gens avec des outros se promènent et tentent tant bien que mal de se frayer un chemin dans le trafic routier dense. Derrière sa charrette aux pneus usés, Ali Sangaré, jeune malien de 27 ans, attend patiemment des clients. Il exerce ce métier depuis son arrivée en Côte d'Ivoire en 2008. Pour lui, cette activité est un héritage de famille et une source de subsistance. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, on vous parle du 10 mai 2024, on voit des Maliens qui sont là, qui flânent le long des rues, qui se donnent, qui se mettent carrément à l'aise parce qu'ils ont la complicité du maire d'Adjamé pour saboter les lois qui ont été prises par le représentant du chef de l'État dans le district d'Abidjan. Et ça ne va pas quelque part. Et c'est là maintenant, quand je regarde cette position-là, c'est là maintenant que je comprends pourquoi les gens continuent de falsifier le fichier ou bien de ne pas faire les documents pour les remettre aux Ivoiriens à la mairie d'Adjamé. C'est maintenant que je comprends. Puisque Falikou même veut se montrer comme un ennemi même de l'État et un ennemi même de l'ordre et un ennemi même de l'envoyé du chef de l'État. La décision a été prise. Il fallait être garçon devant tout le monde pour dire tu n'appliques pas. Mais voilà maintenant qu'ils sont en train de dire qu'eux vont saboter ça. Donc là, les jeunes Maliens disent que votre là, c'est devenu héritage des familles pour eux. Et donc là, ils sont tous allés se réfugier à Djamé là-bas pour violer la loi. Et donc, on dit bravo à Falikou de continuer à saboter les règles, alors que le chef de l'État a bien dit que lui, il aimerait qu'Abidjan soit une ville qui soit à l'image des villes internationales. Et donc, eux, ils sont en train de faire le double jeu. Allez sur l'avenue
Nangui à Brogua et regardez combien de fois ces chauffeurs de Wotro-là posent des problèmes, mettent du désordre dans la circulation et causent des accidents et beaucoup de désagréments. Il exerce ce métier depuis son arrivée en Côte d'Ivoire depuis 2008. Pour lui, cette activité est un héritage de famille et une source de subsistance. Et donc, ce jeune Malien qui s'appelle Ali Sangaré, qui a 27 ans, dit que faire Wotro là, pousser Wotro là, que c'est un héritage de famille. Ça veut dire, eux là, dans leur famille là, c'est ça seulement eux ils savent faire. Et puis c'est en Côte d'Ivoire ils savent faire. Eux ne peuvent pas prendre leur héritage au Mali. Hein. C'est en Côte d'Ivoire, ils viennent prendre leur héritage pour créer le désordre et pour créer l'anarchie en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est devenu un héritage de famille pour eux. Et c'est dans ça, eux, ils arrivent à manger en créant le désordre en Côte d'Ivoire, en créant la chienlit en Côte d'Ivoire. Et on doit les accepter comme ça. Et Falikou les soutient comme ça. Et il les encourage contre les décisions du représentant du chef de l'État dans le district d'Abidjan. Et c'est pourquoi, grâce à Falikou, les Maliens disent « Je suis déterminé à continuer malgré l'interdiction du district. Car c'est le seul moyen que je connais pour gagner ma vie », a déclaré Ali Sangaré. Grâce à Falikou et à la mairie d'Adjamé, les Maliens, les Burkinabés, les étrangers, les AES disent qu'ils sont déterminés à continuer à violer les décisions de Cissé Bakongo, à violer les décisions du représentant du chef de l'État, à créer le désordre. Et que c'est par le désordre là qu'eux, ils arrivent à manger. Et donc là, eux ne vont pas arrêter ça et puis ils vont voir ce que les uns et les autres vont les faire. Et ça, c'est avec la bénédiction de Falikou, le maire d'Adjamé, qu'ils ont pris cette décision, les AES ont pris cette décision-là. Donc si c'est Bakongo est garçon, il n'a qu'à aller les affronter. Lui, Falikou va aider les étrangers contre Cissé Bakongo, contre le chef de l'État. Et puis on va voir où ça va aller. Non loin du forum d'Adjamé, Souleymane, originaire du Niger et âgé de 30 ans, est installé en Côte d'Ivoire depuis 2009. Charretier ou Wotro-Tigui, si vous voulez, de son état, il attend patiemment qu'un client fasse l'appel à ses services. Le jeune homme vit dans un quartier défavorisé avec sa famille, rencontre des difficultés à subvenir à leurs besoins. Il ne voit pas d'un bon œil cette interdiction. Celui dont on vous parle maintenant s'appelle Souleymane. Lui vient du Niger. Lui, il a transporté sa misère pour rentrer en Côte d'Ivoire en 2009. Et comme d'habitude, ils aiment beaucoup les quartiers précaires. Et toujours, eux, ils veulent justifier que c'est la misère qui leur fait faire le désordre en Côte d'Ivoire. Mais ils n'acceptent jamais que le désordre là, ils peuvent aller faire ça chez eux au Niger, au Burkina, au Mali. Et donc, ils acceptent toujours que les Ivoiriens acceptent leur désordre et ils doivent profiter sur le désordre qu'ils causent en Côte d'Ivoire. Mais eux ne permettent pas aux Ivoiriens de faire ça dans leur pays. Et ça, on ne va pas accepter. Et ça, on va décomplexer ce message-là et on va le dire clairement. Si vous ne vivez pas bien, si vous êtes en difficulté là, mais allez dans votre pays pour connaître une vie meilleure. C'est de cela qu'il est question. Mais on ne prend pas sa misère pour venir faire un désordre dans un pays pour s'en sortir. Alors que vous ne nous permettez pas, nous autres Ivoiriens, de faire les mêmes choses. Un Ivoirien ne peut pas être chauffeur de taxi à Niamey. Un Ivoirien ne peut pas posséder une boutique au Mali, etc. Et j'en passe. C'est de cela qu'il est question. Et c'est que vous ne nous permettez pas chez vous là. Il faut qu'on ait le courage de décomplexer le message et de vous le dire en face. Il est temps. Il y a un temps pour toutes choses. On n'est pas contre vous. On n'est pas contre quelqu'un. On n'est pas xénophobe. Mais à un moment là, vous avez montré que vous êtes des gens à qui on ne doit pas accorder notre pitié. Vous êtes des gens, quand ça vous arrange, vous faites semblant de faire pitié. Mais lorsque vous avez un petit pouvoir, vous vous montrez des ennemis acharnés de la Côte d'Ivoire. Et quand c'est comme ça, nous, on n'a pas d'autre choix que de vous montrer votre place. Et c'est ce temps-là qui est arrivé. Et donc, eux trouvent que le fait d'assainir Abidjan, d'en faire une ville aux normes internationales et d'éviter le désordre et les dangers quotidiennement mis à la disposition des Ivoiriens par ces étrangers-là, eux ne voient pas d'un bon œil cette interdiction. Je préfère qu'on me demande de quitter le pays parce que cette activité est mon gagne-pain et je ne sais faire que ça de mes 10 doigts. Et il va même pour menacer l'État. Ce Nigérien-là, Souleymane, il dit, lui il préfère qu'on lui dise de quitter la Côte d'Ivoire. Mais mon frère, est-ce que c'est nous on t'a obligé à venir en Côte d'Ivoire? Ben, justement, quand la Côte d'Ivoire prend des lois, quand ça ne t'arrange pas, tu quittes.
C'est pas parce que c'est ton gagne-pain que ça devient quelque chose que tu dois imposer aux Ivoiriens. C'est pas parce que les braqueurs font le braquage, qui est leur gagne-pain, que c'est une activité qui est tolérée ou bien qu'on doit tolérer. À partir du moment où on a estimé que ça ne nous arrange plus, nous les Ivoiriens, là, ça n'arrange plus les objectifs de notre gouvernement, là. Mais tu prends tes bagages, tu t'en vas au Niger. Tu peux aller faire ça au Niger et puis prospérer là-dedans. Et c'est là même que le Nigérien, Souleymane, montre maintenant ce que lui veut à l'État de Côte d'Ivoire. L'État peut essayer de fixer des règles qu'on va suivre. Mais nous interdire de circuler avec nos pousse-pousse va vraiment nous pénaliser, a-t-il déclaré d'une mine triste, la manipulation. Et donc là, il dit, c'est qu'un Ivoirien ne peut pas se permettre au Niger, c'est qu'un Ivoirien ne peut pas se permettre de se lever et puis venir donner une feuille de route au gouvernement. Les étrangers le font en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils disent donc là, eux ne vont pas cesser. C'est au gouvernement de s'adapter à eux et de trouver une solution. Et donc là, le gouvernement doit ouvrir un cadre de discussion avec eux pour qu'eux disent au gouvernement, on ne va pas cesser. Mais voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on vous propose. Voilà ce que vous pouvez accepter. Vraiment, ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Près du marché Forum d'Adjamé, Ahmed Niang vend des bouilloires et d'autres objets en plastique. Il a fait venir ses frères du Sénégal pour aider ses clients à transporter leurs achats en charrette, quand ils en ont besoin. Ahmed espère que la décision du district contre les Wotro ne sera jamais appliquée au risque de voir ses frères au chômage. C'est ce qu'ils font pour avoir un peu d'argent et subvenir à leurs besoins. S'ils arrêtent l'activité, ils n'auront plus rien à faire et ils ne peuvent pas retourner au pays sans argent, confie-t-il dans un français approximatif. Ça là, c'est du chantage. Quand ils étaient venus en Côte d'Ivoire, là, s'ils n'avaient pas de qualification, là, pourquoi ils ne sont pas restés chez eux là-bas? Maintenant qu'ils sont venus là, est-ce que c'est le seul métier? Toi-même là, tu es commerçant. Il ne peut pas devenir commerçant. En réalité, c'est du chantage. En réalité, on connaît cette méthode-là. Vous aimez vous imposer de quelque manière que ce soit. Et ça, il faudrait qu'on mette une clarification nette et claire entre les Ivoiriens et vous. Votre comportement de désordre doit cesser en Côte d'Ivoire. Et ça, les lois évoluent, les nations évoluent. Et si vous êtes étranger dans un pays, quelle que soit la proximité ou bien ce que l'on vous donnerait, il faut toi-même là te mettre des limites pour ne pas qu'on te rappelle que tu es un étranger ou bien pour ne pas montrer que tu es devenu de trop dans un pays. C'est vraiment très important. À Adjamé, de nombreux commerçants ont recours aux transporteurs de bagages. Pour eux également, l'interdiction de ces engins dans la circulation n'est pas bien accueillie. Affectueusement appelée Maman Fanny, Aïcha Savané, commerçante de pagne au marché Roxy, a recours quotidiennement au pousse-pousse pour transporter ses pagnes de son magasin vers ceux de ses clients qui se trouvent à des endroits différents d'Adjamé. Ils sont d'une grande utilité. Avec eux, les frais de transport sont à moindre coût, contrairement aux taxis. Ce sera un handicap pour nous si on les retire de la circulation. C'est une décision qui doit être revue. Nous implorons les autorités, a-t-elle affirmé. Et donc tout le monde a entendu ce qu'elle a dit est simple. Mais figurez-vous que quand on est dans un état là, la force de l'état là, c'est de pouvoir prendre des décisions. Maintenant, est-ce que la décision est mauvaise ou bien est-ce que la décision n'est pas mauvaise? Ah non, comme ça n'arrange pas éclaireur, donc on doit essayer de changer la décision. Comme Aïcha Savané, toi ça t'arrange, Maman Fanny, comme toi ça t'arrange, on doit toi regarder ce qui va toi t'arranger là, pour nous déranger. On doit toi regarder ce qui t'arrange là, pour continuer à créer le désordre, pour continuer à créer les embouteillages, parce que pour toi, c'est un mangement qui est moins cher pour toi. Voilà comment l'Ivoirien pense. Mais si l'État se laisse prendre dans ce piège-là, on devient un État défaillant et on devient un État faible. Parce que tout le monde peut aller, on regarde les différentes lois de l'État. Ce qui nous arrange, on accepte. Ce qui ne nous arrange pas, on va dire à l'État, bon, on veut discuter avec vous, essayer de revoir, on va utiliser la pitié, on va utiliser les menaces, on va utiliser toute forme de stratégie. À un certain moment, un État aussi se caractérise par sa fermeté. C'est pourquoi on dit que l'État est le Léviathan, le monstre des mers qui s'impose. Un État qui ne sait pas s'imposer devient
un lion sans griffes et sans crocs. Et cette décision-là, c'est vrai, il n'y a pas de décision facile. Parce que même dans la vie, ce qui t'arrange là, il y a toujours des difficultés là-dedans. C'est aussi un changement de comportement qu'on veut enseigner à nos populations. Tout le monde aime l'évolution, mais personne ne veut être parmi ceux qui vont servir à aller vers l'évolution. Ce n'est pas facile, mais est-ce que nous voulons changer de mentalité? Est-ce que nous voulons profiter pour évoluer? C'est ça aussi la question fondamentale. Est-ce que nous sommes prêts aussi à respecter les lois, même quand c'est contre nos intérêts? C'est ça qu'on appelle la vie en société. Quand on vit en société, là, tu abandonnes certains de tes avantages pour aussi gagner une certaine garantie et un certain bénéfice qui vient de tout le monde, de la collectivité. Il ne faut pas regarder son intérêt personnel. Dans certaines communes comme à Koumassi, pourquoi les gens se sont adaptés? Pourquoi ça ne se fait pas là-bas? Pourquoi à Bobo même, eux aujourd'hui, là, on ne fait plus ça dans les grands axes, on fait ça à l'intérieur des quartiers. Mais pourquoi dans certains quartiers, comme à Djamé, là, eux-mêmes ils disent, ils chient sur la décision. Ça veut dire que là où on fait là, il y a la complicité des maires là. Les taxes journalières qu'ils prennent avec les Outrotigres là, eux ils trouvent que ça c'est trop intéressant. Et donc eux ils veulent violer les lois. Judith Oulaï est du même avis. Commerçante de robes et boubou, elle vient régulièrement faire des achats à Petit Noé, une place commerciale située juste derrière la grande mosquée d'Adjamé. Judith Oulaï fait régulièrement appel aux charretiers, qu'on appelle aussi Outrotigui, pour transporter ses marchandises. Les bagages sont lourds, je ne peux pas les soulever moi-même. Donc, je demande à ces jeunes de transporter mes bagages jusqu'à la gare de Baka, où je prends un véhicule pour rentrer chez moi, explique Judith. Si c'était qu'il n'y avait pas eu de solution alternative, on aurait pu dire ce que les gens disent est vrai. Mais on peut utiliser les 3 roues qui existent. Et ce que les gens disent, il y a les Wara aussi qui sont là, qui sont des alternatives. C'est vrai, on me dira, mais il faut se déplacer pour aller dans leur gare. Mais ces décisions de M. Cissé Bakongo n'ont pas été proposées sans qu'une solution n'ait été mise en place. Et donc les gens font semblant d'oublier qu'il y a des solutions qui ont été mises en place. On est là seulement, on regarde nos petits intérêts. Comme moi, je dois quitter Petit Lomé pour aller peut-être au 220 là. Donc moi, je n'ai pas envie de dépenser dans le taxi. Donc là, moi, ou mais je n'ai pas envie de prendre 3 roues. Donc là, voilà ce que je vais faire. Si chacun doit faire ses propres règles, on vit dans un état de désordre. Madame Oulaï, Judith, il faut arrêter ça. Ça ne marche pas. Ce qui t'arrange là, ça dérange. Et les gens même vont plus loin pour même donner des conseils même au district. Et certains estiment même que le district doit prendre les utilisateurs des routes en compte. Au moins 3 fois par mois, Aïcha Sanogo quitte Tanda pour se rendre à Abidjan. Commerçante d'accessoires pour bébés, c'est à Djamé qu'elle vient s'approvisionner. Pour elle, qui fait des achats qui dépassent parfois le million, ces charrettes sont utiles. Je fais mes achats dans plusieurs magasins. Je ne peux pas transporter toute ma marchandise moi-même, surtout quand je dois faire le tour du marché, explique-t-elle, précisant que les charretiers l'aident à transporter ces marchandises jusqu'à la gare de Tanda située vers l'immeuble Mirador. Le district devait tenir compte de nous, les utilisateurs, avant de prendre la mesure. Il faut qu'ils trouvent des solutions pour nous qui en avons besoin. Parce que sans les charrettes, ce serait vraiment difficile, suggère Aïcha. Toi, tu viens à Tanda. Toi, tu viens faire seulement 3 jours à Abidjan. Toi, tes 3 jours là, ça t'arrange. Mais même si les autorités doivent tuer des gens, s'ils doivent créer le désordre, on doit toi t'aider à violer les règles de l'État, à affaiblir l'autorité de l'État pour toi te faire plaisir pendant 3 jours. Maintenant, les autres 27 jours là, si Abidjan veut, ça n'a qu'à brûler. Regardez comment l'Africain pense. Et avec ça, tout le monde aime le développement. Tout le monde veut vivre à Abidjan. Mais personne ne veut accepter les sacrifices qu'il faut faire. C'est comme quelqu'un qui veut rentrer au paradis mais qui n'a pas envie de mourir. Ce n'est pas possible. Et ça, il faudrait qu'on change de mentalité. Et c'est aussi à travers l'application des lois qu'on voit les mentalités réfractaires de nos populations qui ne veulent pas s'adapter ou bien qui veulent voir les autres servir
d'instruments pour aller vers le développement, pour qu'eux puissent s'asseoir pour bénéficier. Non. Les grandes nations qui se sont développées là, c'est grâce au changement des mentalités qui ont été imposées à travers les règles, qui ont été imposées à travers des nouvelles décisions des autorités. Et chacun s'est habitué. Ceux qui n'étaient pas habitués se sont habitués. Et ceux qui ne voulaient pas là, ils ont subi les rigueurs de la loi. Et c'est comme ça que ces grandes nations ont fini par devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Accrochage avec les taxis. C'est bien beau de dire que les Wotrotigi vous arrangent, mais venons-en en conséquence. Tout le monde n'a pas la même opinion sur les Wotrotigi. Koulibaly Founingué, qui a fait fréquemment ses courses à Adjamé, a eu déjà des disputes avec certains Wotrotigi. Il estime que l'interdiction vient à point nommé pour lutter contre le désordre de ces charretiers. Aussi, invite-t-il le district à prendre des mesures idoines pour faire respecter la décision. M. Koulibaly Founingué confie qu'il y a quelque temps, l'un d'entre eux avait déchiré son t-shirt sous prétexte qu'il était pressé. Il m'a également fait savoir que j'étais sur son passage et que je l'empêchais de circuler correctement. Founingué ajoute-t-il qu'il a assisté il y a quelque temps à une bagarre entre un chauffeur de taxi et un Wotrotigi qui avait chargé ses bagages lourds et qui a fini par percuter le véhicule. Ça là, quand tu es à Abidjan là, ce n'est pas un fait nouveau. Les Wotrotigi, quand ils te voient là, pour eux c'est toi qui dois laisser la route. Souvent tu les vois, leur auto est chargé de bananes comme ça là, et puis tu entends kao, 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 kao. Et puis il est là comme ça là, il dit rien. Hein. Ici tu veux, il faut t'arrêter. Lui en tout cas, lui il est en train de venir. Si toi tu ne l'as pas vu là, lui il s'en fout. Et donc là, ils font la loi. Souvent là, ils ne savent pas où il faut passer. Ils ne respectent pas les voies express. Ils ne respectent pas les voies des bus. Ils ne respectent pas les feux tricolores. Eux là, ils doivent avancer seulement. Ils se pensent au désert. Et donc c'est dans ça, Koulibaly Founingué lui dit, une fois lui il était à Djamé là-bas, là. Lui il ne sait pas dans quel valval, mais le monsieur a déchiré, tellement il était pressé là, le monsieur a déchiré lui son tricot. Qui sera content? Un père de famille qui est sorti et puis tu rentres à la maison, tu n'as plus ta chemise sur toi. On demande qui a fait ça, on dit c'est Wotrotigi qui a fait ça. Tellement eux ne sont pas prêts, ils ne respectent pas les gens, ils ne respectent pas le code de la route. Ils ne respectent pas les décisions. Et ça, il faut qu'on accepte parce que ça rend incertain. Il dit encore qu'une fois, lui, il a vu un chauffeur de taxi et puis un Wotrotigi en train de faire palabre. Pourquoi? Il est venu avec son Wotro et puis il a cogné le taxi et il a fait des dégâts. Et tenez-vous bien, quel que soit ce qu'ils font là, ils font semblant de ne pas voir. Quand tu les interpelles, ils font semblant de ne pas comprendre français ou même de ne pas communiquer, même en djoula. Ils ont toutes les stratégies pour jouer les clowns, pour pouvoir échapper. Et quand tu veux les interpeller pour leur montrer, regarde toi la mouton du désert là, regarde ce que tu as fait sur ma voiture là. Le monsieur fait sortir tes muscles pour te menacer. Pour eux là, tout ce qu'eux peuvent poser comme désagrément là, ça doit passer comme une lettre à la poste et ça ne doit pas aller quelque part. Voilà comment ces gens-là veulent vivre en société avec nous. Ce n'est pas tout. Ils sont à l'origine des embouteillages et des accidents. Tout en partageant la vie de M. Koulibaly, Franck Sekongo, chauffeur de taxi, trouve également que les Wotrotigi occasionnent des embouteillages sur l'axe Nangui-Abrogwa. Mais ce ne sont pas les Wotrotigi, c'est Falikou, le maire d'Adjamé, qui fait ça. C'est lui qui les a encouragés à être là. C'est lui qui leur a dit de venir là. C'est lui qui leur a dit qu'ils ne vont jamais appliquer cette loi à Djamé. C'est lui qui leur a dit là que lui va aider les étrangers là à saboter le président Ouattara, à saboter Sissé Bakongo. C'est le maire d'Adjamé qui leur a dit ça. Donc là, ce n'est pas le problème de Wotrotigi à Djamé, c'est le problème du maire qui est en train de faire un double jeu. Il dispute la route avec nous, ce qui crée parfois des embouteillages et même des accidents. Il y a des moments où tu es au volant et ils surgissent d'un coup devant toi, se plaint-il. Et donc, il faut aller sur Nangui Abrogwa et puis il faut voir comment ces gens-là se comportent. Et pour eux là,
Eux, je ne sais pas s'ils ont signé un pacte avec la route ou même avec les chauffeurs, mais eux n'ont pas de règles à respecter. Ils sont dans le vide, ils créent le désordre. Et tout ça, on doit accepter. Et donc ça, c'est une occasion à l'État, à travers M. Cissé Bakongo, d'interpeller les maires qui sont des réfractaires, qui sont en train de faire le double jeu, et aussi d'assainir les mentalités en disant aux gens, ce qui vous arrange aujourd'hui n'est pas forcément ce qui va vous arranger dans 10, 20 ans. Ce qui vous arrange aujourd'hui, ça dérange une grande partie de la population à travers les accidents, à travers beaucoup de mauvais comportements, à travers le non-respect des lois et à travers aussi les objectifs de l'État que nous voulons atteindre. Quand les embouteillages sont créés souvent là, tu t'en vas retrouver ces 2-3 autres tigres en plein 18 heures, tellement ils ont mis marchandises dans votre eau, ils ne peuvent pas circuler là, mais ils ont bloqué la route. Toi là, tu vas rester là. Tu devais rentrer à la maison à 18 heures, mais tu vas te retrouver à la maison à 22 heures. Ça, il faut accepter parce que celui qui les a pris pour prendre ces marchandises là, lui, ça l'arrange. Il faut qu'on change notre manière de réfléchir. Et souvent, tu les vois en train de discuter de la route. C'est-à-dire qu'eux, ils estiment que la partie de la route qu'ils utilisent là, un véhicule ne peut pas venir leur dire de quitter. Eux ne savent pas où circuler. Ils ne savent pas qu'ils sont piétons. Eux ne savent pas qu'ils sont piétons. Là où les véhicules circulent là, eux circulent là-bas, mais ils veulent que les véhicules aillent à leur rythme. C'est pourquoi il y a aussi des embouteillages. En revanche, Abdoul Kaboré, l'un de ses collègues, préconise que cette activité soit encadrée au lieu d'être supprimée. C'est vrai qu'il crée beaucoup de désagréments aux automobilistes dans la circulation avec leurs charrettes. Mais ils sont tout de même utiles. Il faut juste trouver une solution pour qu'ils puissent ne plus causer de désordre, se défend-il. Et donc, malheureusement, il y aura toujours des partisans du désordre et de la chienlit. Mais, chers parents, si on veut évoluer, il faut payer le prix du développement. Sujet numéro 2. À 16 mois de la présidentielle de 2025, le RHDP carbure l'opposition patauge. Ici, on va vous parler de l'état des différents partis politiques. Là où le RHDP est en train de se remettre en jambes, où le RHDP est en train de prospérer, l'opposition sans plan, l'opposition sans programme de campagne, l'opposition sans objectif de vie est en train de créer les conditions de la chienlit et des troubles politiques. Ces habitants des refuges de Chacal sont en train de chercher comment ne pas aller à des élections. Et donc, on va vous faire un peu une description. À 16 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le RHDP est le seul maître à bord sur le terrain politique en Côte d'Ivoire. Si l'on était dans une course d'obstacles, l'on dirait que l'opposition ivoirienne, toute tendance confondue, est mal partie pour l'élection de 2025 en Côte d'Ivoire. À 16 mois de cette importante échéance électorale, la coalition au pouvoir semble être le seul maître du terrain politique. Et donc, quand vous regardez aujourd'hui, le seul parti politique qui a un discours qui est clair, le seul parti politique qui a un discours qui intéresse la vie des Ivoiriens, même quand tu dis que ça ne t'intéresse pas, mais toi-même, au fond, tu sais que quand tu les écoutes là, leur discours là, eux te montrent des objectifs de l'avenir. C'est le RHDP. Le seul parti qui est structuré et qui n'a vraiment pas de problème, c'est le RHDP. Le seul parti qui est représentatif des Ivoiriens dans toutes les régions et bien sûr dans toutes les religions aussi, c'est le RHDP. Mais entre-temps, l'opposition est dans le trouble. L'opposition est dans le désarroi. Quand tu prends chaque famille politique, eux-mêmes ils sont divisés. D'autres sont en train de faire funérailles qui finissent jamais comme le PDCI. D'autres sont dans des histoires de femmes. D'autres sont dans des histoires de comment je vais dire, de divorce, comme Laurent Gbagbo. D'autres sont encore dans des divorces de qui a préparé, qui n'a pas préparé, pour qui a donné popote, qui n'a pas donné popote. D'autres sont en train de demander qu'eux vont casser la CEI. C'est ça qu'est devenue la Côte d'Ivoire à travers les opposants. Le manque de sérieux. En octobre 2025, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour élire le président de la République qui aura la lourde charge de conduire leur destinée pour les 5 prochaines années. Donc, le 26 octobre 2025, on va aller voter pour choisir un nouveau président. Et quand tu t'en vas choisir un président, là,
la meilleure manière de le faire, c'est si ceux qui veulent être président ont apporté des programmes clairs et puis tu as regardé et puis tu as choisi. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a des gens qui peuvent t'envoyer un programme, mais ils peuvent te tromper après. Et donc, il faut penser à tout ça avant de voter. Pour cette importante consultation, les formations politiques de premier plan en Côte d'Ivoire ont commencé à annoncer leurs couleurs. Au niveau de la coalition au pouvoir, l'heure est encore aux interrogations pour savoir si le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, acceptera de rempiler pour défendre à nouveau les couleurs du RHDP. Et donc, la seule question qui fatigue le RHDP, mais qui n'est vraiment pas une question pour nous autres, certains se demandent encore, est-ce qu'Alassane Ouattara sera candidat? Pour nous, Alassane Ouattara sera notre candidat. On le dit clairement, mais les gens même là, ce n'est pas nous que ça gêne, hein, mais c'est les opposants là. Eux, ils ont déjà leur candidat. Nous, on n'a pas choisi leur candidat pour eux. Mais eux là, ils disent forcément, il faut que nous, on change notre candidat. Mais vous avez choisi vos candidats, est-ce que nous, on s'est plaint? Tidjane Thiam a été président du PDCI, est-ce qu'on a dit c'est pas bon? Vous avez choisi Gbagbo comme votre candidat, est-ce qu'on s'est plaint? Donc, laissez-nous aussi choisir notre candidat. C'est la liberté. Chacun a créé son parti, chacun fait son choix. A contrario, pour d'autres formations comme le PPACI, le FPI, cela ne fait l'homme d'aucun doute. Laurent Gbagbo, malgré la forclusion juridique qui le frappe, a été désigné par ses ouailles pour porter l'étendard du PPACI. Malgré que Laurent Gbagbo, il a été jugé condamné à 20 ans de prison pour braquage de la BCEAO, le PPACI FPI a décidé de choisir un prisonnier ambulant comme candidat. Ils sont donc prêts à accepter les conséquences qui en découleraient. Dans la vie, chacun est libre de ses choix, mais chacun aussi doit être courageux et assumer les conséquences des choix qu'il opère. Pascal Affi-N'Guessan, pour sa part, a déjà chaussé les crampons pour défendre les couleurs du FPI. Au niveau du FPI, les choses ne sont pas encore clarifiées. Mais ceci est un secret de polichinelle. Et donc, du côté du FPI, d'Affi-N'Guessan, c'est aussi la même chose. Affi dit que lui s'en va pour être candidat, que lui va aller pour gagner. Mais au fond, il sait qu'il ne peut pas gagner, puisque lui-même, dans la petite commune de l'Est où il est allé là, les gens lui ont montré son vrai poids. Si tu n'as pas pu gagner là-bas, cette Côte d'Ivoire-là, tu peux gagner. Donc lui, il se promène pour dire aux gens que lui va gagner, lui va gagner. On dit oui, c'est dans les urnes qu'on va voir si tu vas gagner ou mais tu ne vas pas gagner. Sinon, ce n'est pas dans la voie. Je vais gagner, je vais gagner. Tidjane Thiam, comme on peut le voir, a été choisi pour la présidentielle de 2025 au compte du PDCI. À 16 mois de cette importante consultation, le constat qui se dégage sur l'occupation du terrain politique diverge d'une formation à l'autre. Mais quand tu regardes le PDCI, eux-mêmes ils sont perdus. Depuis que leur parti est là, c'est funérailles. Ils n'ont même pas encore été capables d'organiser funérailles avant même de parler de politique véritablement. S'il est vrai qu'au niveau du RHDP, l'on continue d'entretenir le mystère sur la candidature de celui qui sera aligné en 2025, la direction a décidé d'aller à la conquête du terrain politique. Auréolé de sa razzia après les élections locales de septembre 2023, le RHDP, à l'analyse des faits, veut tuer le match avant le match. Pour ce faire, le parti use de diverses stratégies, et ceci avec à plusieurs niveaux pour consolider son assise politique et réaliser le grand chelem après la présidentielle de 2020, les législatives de 2021 et les élections locales de 2023. Sur la question, les oufouettis se donnent les moyens pour atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, l'on peut dire que c'est le seul parti sur le terrain politique dont toutes les structures spécialisées sont opérationnelles. Après les congrès de fin 2023, l'Union des jeunes du RHDP et celle des femmes sont des structures spécialisées les plus en vue. Après le lancement de sa tournée nationale le 28 avril 2024 à la place CP1 de Yopougon, le président Kone Mamadou et ses lieutenants de l'UJRHDP viennent de réaliser un grand coup dans le Bafing à travers une incroyable mobilisation à Touba le week-end dernier.
Et donc, tout ce que je venais de vous dire, c'est ce que le RHDP est en train de faire. Vous voyez le RHDP organiser des séances de remerciements. En réalité, pour vous dire la vérité, ce ne sont pas des séances de remerciements. Ce sont des séances de tests pour voir est-ce que les politiques qui ont été menées là, est-ce que la population adhère? Est-ce que les populations aujourd'hui ont compris qu'elles doivent choisir la voie de leur propre bonheur? Et donc, partout le RHDP passe, c'est un succès. On a aussi vu les comités de femmes. On a aussi vu le mouvement des femmes. On voit aussi quelque part les mouvements de jeunesse, etc., etc. Et on voit que c'est un parti qui est structuré et qui, en tout cas, à l'analyse des faits, est dans un style de tuer le match avant le match, tellement la victoire sera écrasante. Arlette Badou et ses sœurs de l'UFR-HDP, après un temps de réflexion à Jacquesville, ont mis le turbo en marche le dimanche dernier avec une grosse mobilisation à Abobo. À côté des activités politiques, dans chaque région, les élus et cadres ont décidé de battre le rappel des troupes à travers diverses cérémonies d'hommage des populations au chef de l'État. Et donc, c'est ce que je venais de vous dire. Sans avoir un ancrage politique, tout porte à croire que ces cérémonies d'hommage, au cours desquelles l'accent est mis sur le bilan du chef de l'État, seront un incroyable atout pour le RHDP dans la campagne présidentielle. Pendant ce temps, le secrétariat national du RHDP chargé de l'implantation, de l'organisation et de l'adhésion a entrepris une minutieuse opération d'enrôlement et de cartographie de tous les militants et structures de base. Ce travail, qui est mené méthodiquement et de façon scientifique, sera à coup sûr l'arme fatale du RHDP pour prendre l'ascendance sur tous ses adversaires. En un mot comme en mille, sur le terrain politique, le RHDP carbure. Que ce soit Alassane Ouattara, le candidat, ou un autre cadre, une chose est claire, au soir de la présidentielle d'octobre 2025, le RHDP est très bien parti pour étaler encore ses adversaires. Et donc, voilà un peu comment le RHDP se comporte aujourd'hui. Vraiment, le roi du printemps nous en a parlé. Les cadres des militants, les gens descendent aujourd'hui vers les bases pour les remobiliser. Il faut continuer ce travail-là et il faut l'accentuer et il faut évoluer en fonction aussi des mentalités des populations pour qu'elles adhèrent le maximum possible au RHDP, mais surtout que la population parte faire leur carte d'identité, que la population parte récupérer leurs documents, que la population parte au contact du terrain pour s'informer, pour éviter les manipulations et écouter les informations qui viennent des bases et du parti sans se laisser distraire ou même manipuler. PDCI, PPACI, FPI, on continue encore de se chercher. Si le RHDP carbure au super, au niveau des partis politiques de l'opposition, c'est l'inertie totale. Le PPACI, qui vient d'organiser sa convention pour la désignation de son candidat, au-delà des effets d'annonce, ne fait que brasser du vent. Voici un parti politique miné par de profondes dissensions internes, avec des structures spécialisées totalement inexistantes, qui décide de porter son choix sur un candidat prisonnier qui n'est pas du tout éligible. Laurent Gbagbo en minuscule, on le sait bien, ne figure pas sur la liste électorale. Voilà le PPACI, ils font des grandes décisions, mais des paroles qui n'ont ni tête ni cœur. En même temps, ils n'ont aucune structure qui est en place et qui vit et qui leur donne des résultats. Mais en plus de ça, ils vont choisir un candidat qui est un prisonnier ambulant et ils pensent pouvoir tromper le monde. On comprend donc qu'ils ont d'autres objectifs derrière la tête. Ce ne sont pas des élections, mais ce sont des coups d'État et des désordres. Si les choses restent en l'état, il est évident que son dossier de candidature sera le premier qui sera rejeté par le Conseil constitutionnel. Donc quand les gens du FPI viennent parler, FPI, PPACI viennent, on leur dit non. Avant d'aller aux élections, là, comme Alassane Ouattara n'est pas juge, là, c'est le Conseil constitutionnel qui va décider. Si eux disent que Laurent Gbagbo est candidat, il n'y a pas de problème. Au-delà de cette forclusion juridique, à 2 reprises, le PPACI n'est pas parvenu à élire un président de la Ligue des jeunes. Il y a tellement de palabres entre eux là-bas, là. Ils n'ont même pas été capables même d'élire le président des jeunes du PPACI. En définitive, Laurent Gbagbo en minuscule a été obligé de nommer un de ses rares élus, en l'occurrence le maire de Lakota, pour présider sa jeunesse. Et donc, comme il est un très bon dictateur, il n'a pas pu faire d'élection dans son propre parti. Il a nommé le maire de Lakota comme président des jeunes du PPACI. En fait, eux, ils font une gestion villageoise
de leur parti politique, comme ça a toujours été l'habitude. Au niveau des femmes, Hortense Seri-Louma a été certes élue, mais après son élection, le PPACI est secoué par une crise électorale qui fait que cette dernière ne peut même pas travailler, comme l'a souligné un acteur politique de premier plan. Le PPACI est donc dans l'enfumage et ne peut inquiéter outre mesure la machine du RHDP. Idem pour le FPI de Pascal Affi-N'Guessan. Non seulement le FPI d'Affi a perdu la quasi-totalité de ses postes électifs, mais les structures spécialisées sont dans une inertie totale. Aujourd'hui, si l'on interroge même les militants du FPI, rares sont ceux qui pourront donner le nom du président des jeunes du FPI et celle des femmes. Voilà un pays comme le FPI, eux-mêmes là, Affi même là, son avant était mieux que maintenant. Lui-même là, il a perdu l'élection. Tous ceux qui étaient avec lui ont perdu l'élection. Il était obligé de se coller au RHDP en pensant qu'on allait donner poste de ministre. Là, il n'a pas eu, il est frustré. On dit, le président des jeunes du FPI là, comment il s'appelle? On ne connaît pas son nom. Le président des femmes du FPI, comment elle s'appelle? On ne connaît pas son nom. Mais Affi aussi, lui dit, va gagner l'élection comme ça. Tu n'es même pas capable de nommer une personne. Comment tu peux organiser l'élection et puis gagner l'élection? Mais tous ceux-là disent qu'ils vont gagner l'élection. Comment et pourquoi ils vont gagner l'élection? Parce qu'ils se disent qu'au dernier moment, ils sont dans un plan, ils vont tous se mettre ensemble contre le RHDP pour faire croire que c'est le nombre qui a fait qu'eux, ils ont gagné. Mais dans ces noms que vous dites là, il n'y a personne dedans. Et c'est ce qu'on est en train de vous démontrer. Si le PDCI bénéficie des circonstances atténuantes avec les obsèques d'Henri Konan Bédié, une chose est certaine, Tidjane Thiam sera face à la dure réalité du terrain politique après les obsèques de Bédié. Lui qui a été intronisé président du PDCI, au mépris de certaines règles du parti, devra songer à mettre de l'ordre dans ses rangs avant d'espérer aller à la conquête du terrain politique. Et donc vous ferez vite de comprendre qu'avec Tidjane Thiam, voilà quelqu'un qui ne maîtrise même pas la réalité sociologique de la Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un qui est venu et qui s'est fait introniser à travers la corruption à la tête du PDCI. Voilà quelqu'un qui veut gérer le PDCI en chiant sur tous ceux qui étaient dans les années de Braise. Aujourd'hui, tous sont frustrés. À l'intérieur du PDCI, les gens disent on attend seulement que Bédié soit enterré. Et puis on va prendre la clé des champs. Et donc on verra bien. Tidjane Thiam, si tu ne le sais pas, moi je vais te donner ton résultat. Tu n'auras pas plus de 3%. Voilà, moi je vais te dire la vérité. Nous on a déjà nos sondages qu'on a menés. Tu n'auras pas plus de 3%. Et pour toi-même, dans l'absolu, c'est un peu difficile que tu puisses gagner. Ton rapport même avec les populations, tu n'as pas de rapport avec les populations. Et même quand tu as invité tes propres partisans à Yamoussoukro, on a vu un peu l'échec qui a été là. Il va falloir que tu changes carrément, que tu te formes politiquement avant d'espérer pouvoir gagner quelque chose. Parce que la politique, ça s'apprend. On n'a pas besoin d'un banquier, comme disait quelqu'un. Mais une réalité est évidente. Aujourd'hui, depuis 13 ans, c'est un banquier et un économiste qui gère la Côte d'Ivoire. Et tout le monde entier est satisfait de sa gestion. Donc, ce que l'un l'autre disait n'est pas vrai. Mais effectivement, dans un autre sens, ce qu'il fallait ajouter, on n'a pas besoin des banquiers qui ont un record très lourd d'échecs en faillite bancaire, qui sont experts en faillite bancaire. C'est de ces personnes qu'on n'a pas besoin, comme des politiciens incapables qui ne respectent pas leurs paroles et qui disent 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, moi j'avance. Il n'y a aucune différence entre les tombeurs de banque, Tidjane Thiam, entre des gens qui font de la corruption à l'international et le blanchiment d'argent. Je parle de Tidjane Thiam et un politicien mortifère qui a laissé un bilan macabre. Je veux parler du FPI, PPACI, de Laurent Gbagbo. Et donc, à l'instant où on en est, eux sont toujours dans les thématiques mortifères. Si les gens n'acceptent pas ce qu'eux veulent, ça sera la mort pour la Côte d'Ivoire. Eux sont dans une posture d'un soldat qui est au front et qui est assiégé. Et Laurent Gbagbo, vous aurez constaté, va même à dire, je vais casser la CEI. Prenez cette phrase-là à la lettre. Ils vont sortir pour briser la colonne vertébrale de la CEI, comme si on était dans un état guerrier où c'est à travers le sang et la mort qu'on peut tout régler. Et donc, il faut que tout ce qu'eux ont demandé là, ils obtiennent ça. Sinon là, eux ne sont pas prêts pour aller dans le jeu démocratique. C'est pourquoi vous verrez aussi, le 10 mai 2024, avant leur convention, ils ont fait sortir des documents pour dire que
eux là, eux ne reconnaissent pas l'état de droit. Pour eux là, ce que le gouvernement fait aujourd'hui, eux considèrent ça comme un désordre. Et donc, eux vont prendre leurs militants et leurs sympathisants et vont leur demander à se réarmer pour engager des combats politiques de la restauration de la démocratie, des libertés publiques et de l'état de droit. Je prends les mots au sens premier. Se réarmer, ça veut dire prendre les armes à nouveau, prendre les couteaux, prendre les bois, prendre les kalachnikovs, prendre les armes qu'ils ont payées pour engager un combat contre l'ordre qui est là et imposer ce qu'eux veulent. C'est un document officiel de la convention du 10 mai 2024 du PPACI. Et à l'intérieur, vous pouvez lire. J'ai fait suivi. Depuis hier nuit, j'ai lancé ça, suivi d'une vidéo. Et donc tout le monde peut voir si ce que j'ai dit est vrai ou faux. Le PPACI appelle le peuple ivoirien à se mobiliser pour se dresser contre toute forme de manifestation de dictature du régime actuel. Et donc ça veut dire quoi? Le FPI invite clairement les populations à faire des soulèvements populaires et à créer le désordre dans le pays. Le PPACI FPI appelle le peuple ivoirien et le peuple africain à briser diverses chaînes de la captivité pour une Côte d'Ivoire libre et prospère, démocratique et souveraine. Donc, ils en appellent à leurs amis maliens, burkinabés, nigériens de les aider à créer le désordre en Côte d'Ivoire pour que le pays puisse mal se sentir. Et là, pour aller rapidement, tout ça, c'est du déjà vu. Peut-être c'est les enfants qui sont nés aujourd'hui, 17 mai là. Peut-être que c'est pour eux que c'est nouveau. Sinon, nous, on a vu ça en 90, on a vu ça en 95, on a vu ça en 2000, on a vu ça en 2010, on a vu ça en 2020. Toutes ces dates que je viens de vous donner ont été couronnées par des violences. Et qui est à la base de ces violences? Laurent Gbagbo et une opposition violente. Et c'est aujourd'hui le PDCI qui s'abonne pour s'ajouter à eux. Mais eux seront les élèves qui vont apprendre, mais ils vont apprendre de la dure des manières. Et donc, ils sont pour le moment dans des thématiques guerrières et mortifères pour détourner les Ivoiriens du débat politique, pour détourner les Ivoiriens de leur bilan qui est peu glorieux et qui est inexistant. À l'avenir, lorsque tu réfléchis sur cette question, tu comprends que le plus dur pour la Côte d'Ivoire reste à venir, mais le plus dur encore reste à faire. Parce qu'il y a des mentalités qui sont tellement au rabais et qui sont tellement prêts à détruire des vies que tu te dis que la Côte d'Ivoire, est-ce qu'un jour on pourra aller vers une démocratie? Quand ce sont des anti-modèles comme les Blé Goudé qui disent que eux ils ont un héritage politique à donner, ça fait un peu froid dans le dos. Quand tu vois des gens comme des Sorogum qui disent non, comptez sur moi, on va raser l'armée de la Côte d'Ivoire pour pouvoir faire ce qu'on veut. Eux là, ce qui compte, c'est eux leur choix. Eux, ce qui compte, c'est ce qu'eux ils veulent, quels que soient les moyens. L'avenir des Ivoiriens ne compte pas. La vie des Ivoiriens ne compte pas. Le sang versé des humains, ce n'est pas important. Et ça doit interpeller les Ivoiriens à la vigilance. Ça doit nous interpeller à savoir que nous, le peuple, qui sommes souverains et qui détenons la légitimité politique à travers nos votes, c'est nous, on rend les politiciens là légitimes. On doit savoir faire nos choix et ne pas nous laisser impressionner par ces politiciens-là. Et donc, avec le retour des principaux acteurs de scènes de violence que je viens de vous citer en 2010, 2015, 2020, 2000, etc., etc., on comprend clairement donc qu'il y a une logique de violence qui est un héritage contre la démocratie. Et ça, il va falloir que l'État de droit, que la justice prenne ses responsabilités pour une fois, pour tenir un discours clair. Parce que ces opposants qui bénéficient d'une vacuité programmatique, qui n'ont aucun programme de campagne, qui n'ont aucun projet sérieux pour les Ivoiriens, sont en train simplement de perdre le temps aux Ivoiriens et de tuer la démocratie en Côte d'Ivoire pour essayer de ressembler au pays de l'AES et essayer surtout de cacher leurs insuffisances. Et le peuple a une mémoire. Et la meilleure mémoire d'un peuple, c'est dans les urnes. Et c'est là-bas qu'il faut se souvenir que nos enfants ont été tués, que nos pères ont été martyrisés, que le pays a été mis en retard inutilement par des personnes ici qui n'ont qu'un seul moyen, la violence. Et ici,
Voilà des exemples pour que les uns et les autres écoutent. Il a fallu désigner encore ministre ici, des gens incompétents, irresponsables, incapables de gérer un ministère, illettrés, incapables d'étudier un dossier. Donc, ils ont commencé à casser, à prendre des tailles, des choses à la maison. Ils ont pris des choses. Même moi, mes bijoux, ils ont pris. Ils ont cassé les placards, ils ont tout ramassé. Et puis ils criaient Bago gagné ou faux volet. Bago gagné ou faux volet. J'ai animé la campagne du PDDRDA et vers 10h30, j'ai été alerté que le Front populaire était venu chez moi. Puisque je suis l'animateur, le principal animateur du PDDRDA, c'est chez moi qu'on a trouvé de tout casser. Par exemple, on peut dire que si jamais nous perdons aux élections, c'est parce qu'il y a eu tricherie. Donc, on invente la menace du complot pour préparer les gens à la révolte. Et cela est la technique générale de tous les fronts. Quand tu nous emballes, à Abidjan, quand ce ne sont pas les biens individuels qui sont attaqués, ce sont les urnes qu'on enlève ou qu'on brûle. Ce qui s'est passé au bureau de vote numéro 058 à Marcory est édifiant. Au collège Pascal de Marcory, les choses ont bien commencé. Quand 2 heures plus tard, l'une disparaît. Alertés, les enquêteurs de la gendarmerie nationale se sont mis sur la piste des voleurs. Pas pour longtemps. On la trouve à 200 mètres plus loin. Dans une des chambres de l'appartement numéro 1867, Sikoji à Marcory. L'occupant, M. Bayoro Dakouri Antoine. Il est instituteur à l'école primaire publique Sikoji F2. Il répond. Je suis membre du FPI. Je suis secrétaire à l'organisation du quartier Marcory. Lui s'est trouvé dans vos chambres. Oui, dans la chambre des filles. Et vous l'avez vu dans votre chambre? Oui, j'ai vu. Après, j'étais là quand ma fille est allée chercher, on était au salon. Là, j'ai vu. Vous connaissez les conséquences juridiques Oui. de cet acte-là? Oui. Vous l'avez mesuré? Vous pensez à quoi, par exemple? Je sais que c'est très dangereux pour moi. Oui. Vous pensez à quoi, par exemple? Vous pensez à quoi? À des condamnations. Un important document découvert sur l'urne traduit l'esprit barbare qui anime les politiciens de son groupe. L'appel du président de la République au calme et à la fraternité est souvent interprété de façon monstrueuse. Ici, la pensée du jour du président de la République porte une haute étiquette. Elle devient, au Front populaire, la pensée du sourd. Lisons ensemble celle-ci. Tous les changements sont possibles à condition de les faire dans le sang. Diabolique, n'est-ce pas? De cette manière, l'appel du truand à la démocratie est bien un cri de guerre auquel les Ivoiriens responsables seront restés sourds. Au lendemain de la découverte d'un charnier de 55 corps dans la périphérie d'Abidjan, 3 ministres du gouvernement nommés hier soir par le nouveau président ivoirien Laurent Gbagbo se sont rendus sur place ce matin. Les ministres de la Justice, de l'Intérieur, de la Défense, tous membres du Front populaire ivoirien, le parti du président, apparemment sous le choc. Je n'avais jamais pensé que la barbarie humaine pouvait atteindre ce degré. C'est vraiment l'indignation que j'exprime au nom de la République. Les victimes, des hommes jeunes, portent pour beaucoup visibles des traces de balles et l'on pense à des exécutions sommaires. Certains témoignages parlent de vengeance après l'assassinat jeudi d'un lieutenant de gendarmerie, une rafle de gens du Nord, des musulmans, par des militants pro-Gbagbo. Des prisonniers exécutés ensuite par des gendarmes. Premier dossier difficile pour Laurent Gbagbo, dont les ministres ne pouvaient ce matin que promettre une enquête impartiale. Lorsque l'enquête aura établi la responsabilité, eh bien, nous exigerons, en tant que ministre de la République et non en tant que partisan, que toute la rigueur de la loi soit appliquée aux auteurs de ces actes ignobles. Quel que soit le responsable. Quel que soit le responsable. Et même si dépend de votre ministère. Tel que soit le responsable. Les images de ce charnier ont provoqué dans l'opinion publique ivoirienne un choc émotionnel. Une barbarie qui rappelle d'autres guerres régionales en Sierra Leone, au Libéria. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Voilà.
Oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient. Est-ce que vous voyez? Pourquoi les gens manifestaient? Et à quel moment ces viols-là se sont produits? Et c'est ça. Et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amalgame politique, il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent, mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. Un certain nombre de choses. La première, par exemple, c'est les relations que vous entretenez avec ce qu'on appelle les patriotes. Est-ce que ce sont, comme on le dit parfois, des gens qui sont à vos ordres? Est-ce que ils vous écoutent et est-ce que quand ils descendent dans la rue, par exemple, c'est sur votre ordre, Madame Gbagbo? Non, ils ne descendent pas dans la rue sur mon ordre, mais moi je suis très fier de ce qu'ils ont fait comme travail. Je suis très fier de ce qu'ils ont fait comme travail, et cela je ne le regrette pas. Et ce carton rouge-là, je le lève contre les violences à caractère sexuel sur les campus universitaires, notamment le harcèlement sexuel. Et ce carton rouge, il est pour les membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, qui ont été identifiés à 40% comme agresseurs prédateurs sexuels sur le campus. En certaines zones d'Abidjan, les jeunes patriotes ont cette fois rencontré une forte résistance. Ici, à Abobo, ils s'en sont pris à une mosquée et aux habitants musulmans de cette partie de la capitale. Avec la complicité apparente des forces de l'ordre, ils ont lancé plusieurs assauts sur cette petite communauté. C'était la chasse contre les jeunes de la communauté musulmane. Alors, les gars, ils ont tenté vraiment incendier la mosquée. Bon, maintenant, c'est là vraiment nous sommes interposés. Les partis d'opposition semblent déterminés à ne plus subir sans réagir la loi des jeunes patriotes. Au Rassemblement des Républicains, le parti d'Alassane Ouattara, un service d'ordre a été organisé pour rendre coup pour coup aux provocations des partisans du président Gbagbo. Il y a une haine tribale qu'on développe, une haine donc, qui véhicule donc la xénophobie et une haine qui tend à faire en sorte que la religion de l'autre ne soit pas donc la bonne. Donc c'est tout cela que nous dénonçons. Vous allez nous entendre, ils vont nous entendre. Et ce qui s'est passé est tout petit par rapport à ce qui va se passer. Nous, P6, je ne suis pas patron, je fais 6. Et on a commis de fautes graves. Donc, vous parliez de quelle faute? Dans la fête, on a tué, on a frappé des gens. Oui, sur le campus, on a frappé, on a tué. Si vous partez au campus 2 en bas, là, dans le bas-fond, si vous regardez bien, fouillez, d'aller trouver des os là-bas, des gens qui ont été enterrés vivants. Qui vous avez tué? Des étudiants proches de l'autre parti. Ce parti qui est actuellement au pouvoir. Parce que nous, on ne voulait pas que nos syndicats nous concurrencent. Il a été tué, et tout cela, ils vont se venger. Ils vont se venger. Nous sommes responsables de cette situation-là. Nous faisons 6. Vous savez, demandez à tous les Ivoiriens, quand vous parlez de la FESI, ils disent quoi, c'est quoi ça? Ils n'aiment pas la FESI, parce que la FESI tue, la FESI frappe, la FESI vole, sans être guetté. On faisait tout, on mettait la loi partout. Et puis je vais vous donner un document que nous, les gens de l'Ouest, nous avons fait pour confisquer le pouvoir. Pour garder le pouvoir, les consignes sont écrites. Ce document jette les bases d'une guerre ethnique. Ce responsable de la FESI décide finalement de nous le lire. Filles et fils du Grand Ouest, donnons-nous la main car l'heure est venue pour nous de nous exprimer. L'heure est venue de tuer et chasser les Afghans de chez nous. L'heure est venue de récupérer nos terres. L'heure est venue de débarrasser nos villages et nos villes des Djoula, en parenthèse Moussi. Abel a tué, et ça c'est un document officiel de la FESI. Officiel. La FESI. Donc nous demandons pardon pour que nous sommes tous des Ivoiriens, nous devons aller à la réconciliation, ce qu'a demandé le président Alassane. Il a si bien demandé. Pour ne pas tourner dans les mêmes erreurs que notre chef. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar,
né en 1985, de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961, de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Motoun Diaye, 1982, de nationalité Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zoungana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Moi, ça me ferait très mal qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Donc, vous gardez le contenu du FPI créé par Laurent Gbagbo ou vous allez le remodeler d'une certaine façon et comment? Remodeler par rapport à l'identité du parti, l'identité idéologique du parti. Il faut rompre avec certains extrémismes, certaines tendances xénophobes, tribalistes, etc. Et donc, vous venez d'écouter, et tout ce que vous avez écouté, c'est un assemblage de la philosophie du FPI-PPACI depuis 2000 jusqu'en 2025-24 que j'ai mis ensemble pour que vous entendiez. C'est pourquoi vous n'avez pas entendu quelqu'un d'autre parler, à part Laurent Gbagbo, à part Simone, à part les animateurs du FPI. Et donc, si les Ivoiriens sont prêts à revivre cette même réalité, le choix est dans leurs mains. Entre-temps, on aura fait ce qu'on peut pour interpeller les uns les autres. Mesdames et messieurs, nous allons passer à l'édito de Mère Blanc et après cela, on va laisser rapidement la parole à ceux qui veulent la prendre. Et donc, ceux qui veulent prendre la parole, attendez. Dès qu'on finit avec Mère Blanc, on va vous laisser un temps. On est vraiment pris par le temps et on va vous dire d'appeler. Vous pourrez appeler en ce moment et on va vous laisser rapidement la parole pour fermer le plus tôt possible le direct. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui, c'est « J'attends ce moment ». Dans les livres saints, il est écrit cette vérité humiliable qui nous enseigne que toute âme goûtera à la mort. À mon avis, cet enseignement à lui seul devrait nous rendre loyaux, respectueux de la nature humaine, mais surtout du bon Dieu lui-même. Une douce mise en garde pour toute personne et l'inviter à se soucier du sentiment qu'il a fait naître en les autres de son vivant. Prenons le cas de Bédié. De son vivant, président de la République, il s'est adonné à une classification honteuse des Ivoiriens avec son concept de et où. Quand j'entends le nom Bédié, cela me ramène à une souffrance que cette méchanceté a fait naître en moi et en les miens. Une brimade morale, une persécution psychologique. Bientôt commenceront les cérémonies d'adieu à ce vieillard. Mon souhait serait que son oraison funèbre soit lue par son successeur, Tidiane Thiam. Bah oui. De son temps, être Touré ou Fadiga était une faute. Que dit alors de Thiam? Belle leçon de vie, à moins que tout ceci n'était fondé que sur sa peur bleue de la puissance des gens du Nord. Merci et à bientôt. Vraiment merci. Mère Blanc est une bénédiction pour nous. Quand vous entendez ce texte, en une minute, elle fait le résumé de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire et d'un homme qui aura été le symbole même de la division des Ivoiriens, c'est M. Bédié. Et quand je vois certains, je ne sais pas si c'est par conformisme, mais nous autres, nous ne pouvons pas demander à Dieu d'avoir pitié de Bédié. Parce que la vie qu'il a fait détruire, l'humiliation qu'il a fait subir aux humains, mais on ne va pas tronquer l'histoire. Et c'est bien dans cela que la mort est un rappel pour chacun de nous, pour que nous puissions, à notre temps de vie, sélectionner les actions que nous poserions. On a le choix de faire des options dans la vie, mais tous les choix ne sont pas bons, surtout quand ces choix détruisent des vies. C'est ce qu'on retiendra. Mais moi, j'attends le jour où ils vont célébrer les funérailles de Bédié là. C'est ce jour-là aussi que je vais venir dire le vrai nom de Bédié
pour montrer que le pire démon de la Côte d'Ivoire, ça a été M. Bédié. Et que nous ne pouvons pas du tout. Il faudrait que justice soit faite. Si on était dans notre Afrique traditionnelle, Bédié là, on allait l'enterrer en l'enterrant sur son ventre pour que le bas astral puisse attirer le poids de sa honte, de ses péchés. Parce qu'il a été le plus grand mal. Non seulement doublé d'un incapable, mais d'un homme indigne, d'un homme incapable de montrer ses origines. Il a été le pire poison que la Côte d'Ivoire ait connu. Et ça, moi, je tiendrai ce discours-là à qui veut l'entendre et montrer le vrai visage de cet individu qui aura été une peste pour la Côte d'Ivoire. Et je prie Dieu pour que son âme ne repose jamais. Et à la famille de Bédié, écoutez-moi très bien. Vous savez que c'est sur les malheurs qu'il a fait aux Ivoiriens que vous avez prospéré. Nous ne pouvons que vous souhaiter la même chose. Il faudrait que ce soit clair. Si vous n'avez pas eu pitié des Ivoiriens, vous n'avez pas eu pitié pour vous repentir de votre vivant, ce n'est pas à votre mort qu'on va venir trahir l'histoire. Aujourd'hui, voilà que c'est un Thiam, un Sénégalais venu en pleine journée aujourd'hui, qui va prendre l'héritage de votre PDCI. Et les Ivoiriens qui ont des villages qui sont nés en Côte d'Ivoire, vous les avez ostracisés volontairement, vous les avez assimilés. Mais ce combat-là, on va le mener jusqu'à ce que ça vous dégoûte. Et nous sommes prêts pour ce combat. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. Il nous reste 30 minutes. En vérité, tous ceux qui veulent la parole, la meilleure voie, la meilleure méthode serait d'écrire un message pour dire « je veux la parole ». Et comme ça, on peut vous donner la parole. Et donc, dans les 30 minutes, nous sommes à la 34e minute. S'il n'y a pas d'appelant, on va fermer automatiquement le direct, puisque nous-mêmes, on est pris par le temps. Et comme vous le savez, quand on est en semaine, à cause du travail, on n'a pas du tout le temps. Et donc, tous ceux qui veulent la parole, on ne vous donnera pas plus de 5 minutes. Mais pour ceux qui veulent véritablement la parole, signalez-vous dès cet instant. Nous sommes à la 34e minute, jusqu'à la 35e minute. S'il n'y a personne, on va vraiment faire la conclusion et pouvoir progresser rapidement. Entre-temps, je souhaiterais dire merci à tous ceux et toutes celles qui veulent prendre la parole. Et déjà, on a 2 personnes. On va commencer avec elles. Comme je l'ai dit, personne n'aura plus de 5 minutes, vu qu'on est piégé par le temps. Et si ce sont ces 2 personnes qui prendraient la parole, on va aussi leur permettre d'aller rapidement et fermer le direct. Je dis merci à tous. Allô? Oui, grand frère, bonjour. Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Oui, ça va bien chez vous? Dieu merci, tout va pour le mieux. Ok, parfait. Ok, donc je vais aller, grand frère, comme vous devez aller au boulot là. Il n'y a pas de problème, oui. Ok, donc bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, moi, je vais parler de 2 thèmes. Je vais un peu aller au Sénégal, et puis je vais parler encore du problème de communication que nos dirigeants ont au pays présentement. Vous savez, en fait, je ne veux pas être parano, je suis pas là pour trop faire peur aux gens, faire des choses qui n'ont pas de sens, mais ce que je veux dire, c'est quoi? Vous savez, il y a un coup d'État au Mali, il y a un coup d'État au Burkina. Au Mali, au Burkina, là, on se souvient, ceux qui ont fait coup d'État, là, quand ils venaient là, au début, là, on savait les mots tout qu'ils avaient. On a vu de bonnes intentions qu'ils avaient. Mais après, là, on a vu qu'est-ce qui s'est passé après. C'était des jeunes, hein. C'était des jeunes. Et quand on prend les Assimi, les Ibrahima Traoré, c'est des jeunes, hein. Bon. Au Sénégal, là, c'est les jeunes qui sont au pouvoir. Le président, le premier ministre, c'est des jeunes. Okay? Moi, tout ce que je voudrais dire aujourd'hui, là, c'est juste un petit conseil aux Sénégalais, aux dirigeants sénégalais. J'ai parcouru un peu l'actualité et j'ai vu quelque part comme quoi Ousmane Sonko, dans une université au Sénégal, a critiqué le fait que les Français n'ont pas dénoncé ce qui s'est passé lorsque Macky Sall était au pouvoir. Bon, vraiment, moi j'aimerais dire aux dirigeants sénégalais, vraiment ils n'ont pas fait attention. Ils sont venus au pouvoir, ils n'ont pas fait le travail. Dans le monde là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a... C'est-à-dire que nous, je vais prendre exemple sur les RDR, ok? Ces dirigeants sénégalais, si vous ne le savez pas, je vais vous expliquer. Au RDR là,
Vous savez qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé aux militaires RD? Les militaires des RD, ils ont été tués. Ils ont été massacrés. Il y a toutes sortes de choses qu'on les a fait subir. Comprenez? Mais quand le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir, là, est-ce qu'il a commencé à chercher quels sont ceux qui les ont soutenus, quels sont ceux qui n'ont pas dénoncé ce qui est arrivé, quels sont ceux qui n'ont pas dénoncé ce qui est arrivé? Non, il s'est mis au travail. Il a laissé tout ça, puis il s'est mis au travail. Nous-mêmes, on dénonce, mais pourquoi le président ne fait pas la justice pour aller chercher ceux qui ont fait du mal? Mais il a laissé tout ça, il s'est mis au travail. Il n'a pas commencé à accuser la France, il n'a pas commencé à accuser les États-Unis, il n'a pas commencé à accuser l'Angleterre. Pourquoi eux n'ont pas intervenu quand lui, ses militaires étaient tués? Il n'a pas dit ça. Il s'est mis au travail. Donc, ces dirigeants sénégalais, on vous apprécie beaucoup. Vous êtes vraiment des jeunes, on vous fait confiance, faites attention. Faites le travail. Si vous avez des difficultés dans le travail, vous êtes venu au pouvoir, vous voyez certaines réalités, mais cherchez des conseils, les gens vont vous aider. Assimi Goïta, il est venu, il a commencé à faire le gros dos. Il se cache pour envoyer des gens pour venir chercher de l'aide en Côte d'Ivoire. Donc il faut faire attention. Donc faites le travail. Ne cherchez pas de boucs émissaires. Vous êtes venu au pouvoir, Dieu merci. Faites le travail, c'est tout. Ce qui s'est passé, c'est passé. Nous, on a beaucoup souffert en Côte d'Ivoire. Okay. Dans l'opposition, on a beaucoup souffert. Il vous reste 2 minutes. Ok, d'accord. Ok, pour terminer, j'aimerais vraiment interpeller encore de nouveau nos dirigeants en Côte d'Ivoire pour la communication. Parce qu'on prend certaines décisions. Je prends l'exemple sur le cas de l'augmentation de l'électricité. Chers communicants du gouvernement, on vous paye pour communiquer. On n'a pas besoin de vous apprendre. C'est-à-dire que quand vous devez faire des choses là, il faut aller valider ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. Il faut aller valider ce qu'on appelle l'effet social sur la population. Parce qu'on ne se lève pas pour prendre des décisions en étant dans les bureaux et puis après et puis réagir face à ce qui va arriver plus tard sur le terrain. Donc s'il vous plaît, faites attention. Avant de faire quelque chose là, il faut évaluer d'abord. Et si vous devez faire quelque chose, il faut communiquer à l'avance. Expliquer aux gens pour que les gens comprennent très bien ce que vous voulez faire avant d'agir. Sinon, ce n'est pas bon pour le pouvoir, ça peut avoir des conséquences. Merci grand frère, bonne journée. Merci infiniment de ce que vous avez dit. Merci de votre efficacité. Et revenons sur l'électricité. Moi, je trouve que la taxe sur les ordures, par exemple, est-ce que c'est la CIE qui ramasse nos ordures? Non. Ok. La redevance, là, est-ce que ça a un sens aujourd'hui? En tout cas, il faut se poser des questions. Puisque la RTI n'est plus la seule chaîne d'État. Si on paye une redevance pour la RTI, on va me dire, mais il y a la 3, mais on devrait payer pour chacune, ou on doit nous désigner pour lesquelles on doit payer. Et il y a combien d'Ivoiriens qui regardent tout ça? Et donc, il faudrait que le gouvernement du président Ouattara comprenne que la taxe sur les ordures ménagères et la redevance, là, ça, là, si on enlève, là, d'ailleurs, même, on paye cette taxe-là, mais les ordures sont dans la ville. C'est une grande question qu'on doit vous poser. Pourquoi les gens continuent de payer cette taxe-là alors que les ordures sont là? Ça veut dire qu'on paye pour un service qu'on ne reçoit pas. Et la structure qui reçoit ces fonds-là n'est pas la structure qui est en charge du nettoyage aussi des ordures, la CIE. Et en plus de cela, la redevance, combien d'Ivoiriens regardent la RTI véritablement? Est-ce que ça, là, si on épargnait les Ivoiriens de ces 2 taxes-là, est-ce que ça ne va pas un peu les aider? C'est aussi une question qu'il faut poser. Parce que ce n'est pas moins de 2 à 3 000 francs que ça peut enlever sur les factures. Or, les factures viennent chaque 2 mois. Ce qui fait déjà, si on va à raison de 2 000 francs, ça fait déjà plus de 12 000 francs dans l'année. Et donc ça, ce sont des choses qu'il faut revoir. Ce ne sont pas des taxes qui sont justes. Et il faut pouvoir aussi corriger et s'adapter. C'est parce que ça vous arrange que vous ne voulez pas changer, mais en réalité, ce n'est pas bien. Et donc, vraiment, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente journée. Merci à vous aussi, bonne journée. Merci infiniment. Donc, mesdames et messieurs, nous prendrons Soundiata le Conquérant, en plus de notre frère qui est passé. Et on a un autre frère, Emmanuel. C'est avec ces 3 personnes-là qu'on fera le direct. Et on ne prendra plus personne. Nous disons merci à tous ceux qui portent de l'intérêt à l'émission. Mais aujourd'hui, on ne pourra pas prendre plus de ces personnes-là que je viens de citer. Et le temps aussi sera limité à 5 minutes par personne pour pouvoir finir le direct le plus tôt possible. Allô? Bonjour, monsieur l'éclaireur. Bonjour, cher frère, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Ok, donc on vous laisse vos 5 minutes. Je salue tout le monde. Okay. Oui. Je salue tout le monde qui écoute l'émission. Allô?
en Côte d'Ivoire. Nous, on a des difficultés à vous entendre. Nous, on n'arrive pas à vous entendre. Oui, mais moi, je vous entends très bien ici. Oui, le problème, c'est que quand nous, on n'arrive pas à vous entendre, c'est le problème à votre niveau. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, ça va? Maintenant, ça va. Il vous reste 4 minutes. Ok, excusez-moi. Donc, les pousseurs de brouettes en Côte d'Ivoire, moi, la fois passée, j'avais intervenu, j'ai dit que moi-même, j'étais victime de ces gens qui sont vraiment arrogants en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et ils ne considèrent même pas les gens qui sont véhiculés. Si tu es en voiture, que tu prends la route, par exemple, Nangui-Abrogbois. Nangui-Abrogbois, même, c'est là même se trouve le grand problème aujourd'hui des pousse-pousse. C'est là-bas même les bases. Le maire d'Adjamé, que je ne sais pas, et c'est un maire qui ne ressemble même pas à un maire. Je vais dire ça aujourd'hui. Il est maire RAID. Mais il ne ressemble même pas à un maire. Je ne le sens pas. Ce monsieur, je crois qu'il est pour le désordre à Djamé. Il me semble qu'il est pour le désordre même. Donc, ce secteur doit être banni et mieux organisé. Je m'explique. Comment on doit organiser ce secteur des pousseurs de brouettes? Parce que quand je vois les étrangers qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui viennent pousser les brouettes, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent rien. Ils ne font même pas développer notre pays. Mais l'argent qu'ils amassent dans l'année, c'est plus qu'un taxi. Celui qui va aller mettre 5 millions dans un taxi là. Un pousseur de brouettes qui vient de l'étranger, qui quitte au Mali, ou bien qui quitte au Niger, ou bien qui quitte au Burkina, par an, ce qu'il gagne là, c'est plus que celui qui roule, celui qui a payé son taxi et qui paye les impôts, qui paye les assurances, qui paye tout. Il gagne assez d'argent. Dans ce secteur, on doit voir, comme de la manière le gouvernement a décidé de supprimer même d'abord, et mieux organiser pour les jeunes Ivoiriens. Je m'explique. En ce moment, il y a une modernisation dans le monde. Le monde est un peu modernisé aujourd'hui. Tel que les engins 3 roues que les Chinois font. Même si l'État peut aller en Chine, aller voir ces jolis modèles encore qui peuvent prendre les bagages des femmes. Et maintenant, nos enfants qui sont pas là à l'école, les jeunes Ivoiriens qui ne sont pas là à l'école ou bien qui n'ont pas de travail, on les forme et on leur donne ces petits pouces-pouces là, ils vont se débrouiller avec ça et maintenant les suivre, hein? les suivre mieux. Ils seront à Abidjan, à Djamé comme ça, ils vont prendre les bagages des gens, les jeunes Ivoiriens. Hein? Ça fait rentrer, ça remporte. Hein? On laisse ça, les étrangers, ils viennent ramasser l'argent et après encore ils nous insultent. La fois passée, moi-même j'ai été victime, ils ont tapé sur ma voiture. Ils sont arrogants. Donc sur ce côté, je voulais que... Je tiens à vous dire qu'il vous reste 1 minute. Voilà, oui, donc, oui. Voilà. Sur ce côté, j'aimerais que le gouvernement n'ait qu'à bien voir ce côté, non qu'à organiser les jeunes Ivoiriens sur ce côté seulement. Et maintenant, je voulais un peu m'exprimer sur le côté de Gbagbo Laurent. Et là, je n'écoute pas Gbagbo, mais hier, je l'ai écouté un peu, son dernier sortie là, je l'ai vraiment écouté. Et ça, c'est comme quelqu'un c'est comme un amuseur public. C'est ce que je vois. C'est un vieux qui se sent ennuyé dans la maison et il sort, il vient se balader un peu au dehors, c'est ce que je vois. Sinon, 2025, je crois que c'est gérer ses boucliers, il y a rien. Il n'y a rien en face, il n'y a pas de bons opposants en Côte d'Ivoire pour combattre le RIDP. Dans les unes, même si c'est pas la force aussi qu'ils veulent faire. Ils n'ont qu'à venir, nous sommes là. Ceux qu'ils ont torturé les années passées là, nous sommes tous là, nous sommes toujours là. Donc, moi-même, vraiment, je suis vraiment déterminé pour 2025. Cette fois-ci là, je voulais que le FPI, c'est comme il y a plus FPI, les GO, soi-disant les GO, les pro-Gbagbo, je voulais qu'ils n'ont qu'à répéter ce qu'ils ont fait les années passées, qu'ils n'ont qu'à répéter ça encore cette fois-ci là, parce que le président Ouattara aujourd'hui, il est déjà âgé. Nous, on ne va plus écouter le président encore pour nous revenger, quoi.
Donc, c'est ce que j'avais à dire. Moi-même, vraiment, je suis pressé pour 2025, là, que ça arrive vite. Ils n'ont qu'à sortir pour dire ils vont attaquer un fils de ce pays. Parce que ce pays-là, ça appartient à nous tous. Ok. Et donc, merci infiniment d'avoir donné de vos idées. Voilà, merci, vous avez été très efficace. Vous avez donné vos idées et on vous a très bien compris. Et ce que vous avez dit, on a déjà très bien compris. Maintenant, je vais être très rigoureux avec la parole. Je vous ai laissé aller au-delà d'1 minute. Et donc, merci pour ce que vous avez dit. Vous êtes en train de vous répéter. C'est un grand problème avec les EPV. On n'arrive pas à structurer nos pensées. Mais je vais vous entraîner sur ça. Parce que si vous êtes sur un front gros, on ne va pas vous permettre en 15 minutes de vous exprimer. Oui. Donc, je vais vous entraîner maintenant sur ça. Je vais vous prendre 5 minutes maximum. Parce qu'il faut qu'on vous entraîne aux techniques des débats. Et donc, maintenant, là, je vais coincer la parole pour que vous puissiez être efficace. Voilà. Oui. Parce que, en matière, parce que quand la période de campagne. Je n'ai pas intervenu aussi. Et puis, voilà, quand la période de campagne va arriver, vous verrez que les gens ne vont pas vous laisser parler beaucoup et vous allez entendre beaucoup de choses. Et donc, pour les étrangers, il faut qu'ils comprennent une chose. Il y a un moment là, le monde n'est plus comme en 1980. Aujourd'hui, nous, on a beaucoup d'enfants qui peuvent faire les travaux qu'eux viennent faire chez nous. Et donc, là, et en plus de cela, les tricycles sont déjà là. C'est une question de volonté. Aujourd'hui, tout est déjà là. On a vu ces modèles. Ok, merci à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée. Bien des choses à toute la famille. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons à la dernière personne, qui est Sunyata, le concurrent, pour mettre fin au direct du jour. Alors, bonjour le concurrent, allô. Comment allez-vous? Oui, bonjour frère éclaireur. Ok, donc on va vous laisser vos 5 minutes pour pouvoir progresser. Je vous remercie de me donner la parole. Et en même temps, avec les 5 minutes, on va vous laisser aussi 2 minutes de conclusion. Donc, je vais dire personnellement merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux et toutes celles qui continuent de nous faire confiance. Demain, ça sera un autre jour. Et c'est Sunyata qui va faire sa lancée et après qui va faire la conclusion. Merci à tous. Je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, je vais m'exprimer sur les connexions russes avec l'opposition ivoirienne. Et puis aussi, je vais parler des funérailles de Bédié. Alors, tout ce qui est en train de se passer montre très clairement qu'il y a des connexions russes avec des opposants ivoiriens. Concernant l'intoxication en cours sur les plateformes ou bien sur les réseaux sociaux que vous voyez. Donc, face à cela, nous demandons aux autorités compétentes d'agir avec fermeté pour démanteler tous ces réseaux. Tous ceux qui sont en train de faire de la propagande pour intoxiquer, pour faire révolter le peuple, il faut agir. On ne va pas rester là à regarder. Partout où il y a eu des stabilisations, c'est comme cela que l'opposition ou certains activistes ont comploté avec la Russie pour pouvoir créer la chienlit et le désordre. Donc, face à cela, nous demandons avec insistance aux autorités compétentes de réagir fermement et vigoureusement pour mettre aux arrêts tous ceux qui sont en train d'intoxiquer les plateformes. Si on ne peut pas le faire et que ceux qui sont à l'origine de ces intoxications se retrouvent hors du pays, il faut que la PLCC, avec la RTCI et la direction des traces informatiques, passe à l'action en supprimant tout simplement les comptes qui sont en train d'intoxiquer les Ivoiriens. Nous le disons parce que de plus en plus, il y a des informations qui montrent clairement qu'il y a une volonté à travers ces faussaires d'opposants et les Russes pour créer les désordres. Donc il faut agir le plus tôt possible. La PLCC, à travers un de ses représentants, le directeur des traces informatiques, il a dit ces temps-ci qu'il y a 2000 comptes avatars qui ont été supprimés en collaboration avec la RTCI. Donc si on peut le faire,
Il faut passer à l'acte maintenant pour mettre la Côte d'Ivoire à l'abri du danger. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième, concernant les funérailles d'Henri Konan Bédié, nous demandons avec insistance au gouvernement ivoirien de renforcer la sécurité pendant ces funérailles. Ces funérailles pourraient entraîner des déferlements de population sur certaines villes ou certaines localités, en particulier d'Aougro. Donc nous demandons avec insistance au gouvernement, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, au ministère de la Défense et à toutes les structures compétentes de renforcer la sécurité pendant les funérailles d'Henri Konan Bédié. Maintenant, s'il se trouve aussi que le chef de l'État va participer à ces funérailles, nous lui demandons avec insistance de tripler ou de quadrupler sa sécurité. Il est important de le faire parce que nous ne savons pas de quoi les mauvaises personnes sont capables. Lorsqu'on voit déjà tout ce qui est en train de se passer comme mauvaise action par-ci et par-là, et lorsqu'on a vu que dans un passé à Daoukro, il y a eu pas mal de problèmes. Donc je pense que s'il y a des autorités qui vont participer à ces funérailles-là, nous leur demandons avec insistance de quadrupler, de multiplier par 4 le niveau de sécurité pour que les funérailles se passent dans de bonnes conditions et que les funérailles ne créent pas d'autres problèmes. Donc voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter avant que je fasse la conclusion. Non, simplement, moi-même, je suis surpris parce que je me souviens, j'ai fait une émission, moi j'avais parlé des 500 comptes qui avaient été créés par les Russes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand vous dites qu'il y a plus de 2000 qui ont été, ça veut dire que, waouh, ça veut dire qu'il y a du travail qui reste à faire. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc il faut que vraiment les gens regardent de très près ce qui est en train de se passer. Pour terminer, nous remercions tout le monde. Comme nous le disons à tout moment, aujourd'hui, tout ce qui nous préoccupe, c'est la sécurité, la stabilité et la paix sociale dans le pays. Donc tout ce qui peut être fait pour garantir la stabilité, la sécurité et la paix sociale, il faut que cela soit fait. Nous savons très bien que des efforts se font à tout moment, mais nous recommandons toujours la vigilance. Sur ce, portez-vous bien. Demain sera un autre jour. Excellente journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous le concurrent. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Excellente journée et très bon début de week-end à chacun et à chacune.